Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, ma première question va porter sur les tests antigéniques. Où en est-on de la réalisation de ces tests dans les pharmacies depuis la fin de leur prise en charge, en tout cas dans certains cas? Vous avez d'ailleurs été interpellé sur le sujet par le Parisien cette semaine, si j'ai bien lu. Oui, pour savoir si les barnums allaient continuer à exister devant les pharmacies. On en est 2 semaines après le nouveau mode de remboursement des tests, qui ne sont plus remboursables que pour les vaccinés et sur prescription. Donc, il y a eu, comme prévu, une chute importante du nombre de tests réalisés. On est passé en gros de 600 000 tests par jour à quelque chose comme 150 à 170 000 tests par jour la dernière semaine. Et ce qui est important, c'est qu'il y a environ un tiers de ces tests qui sont payants, qui sont payés par les gens. Par les gens, d'accord. Donc, la première bonne nouvelle, c'est qu'on garde quand même un rythme de 2,2 millions, 2,3 millions tests par semaine en comptant les labos et les officines. Et ça permet de continuer à monitorer l'épidémie et à suivre l'épidémie dans le temps. Vous savez que c'était une crainte qu'il n'y ait plus assez de tests pour faire l'épidémiologie. Donc, c'est toujours bon. Et sinon, pour répondre à la question sur les barnums, et qui rejoint en fait une autre question qui se pose beaucoup, je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je vais m'empresser d'y La question, c'était la disparition des barnums. La question, c'était la disparition des barnums, et la question qui se rajoute sur les réseaux sociaux, c'est quand est-ce qu'on arrête le remboursement des masques pour les personnes fragiles. En fait, tous ces dispositifs sont liés à l'état d'urgence. L'état d'urgence, il est en place jusqu'au 15 novembre, mais il y a actuellement un débat au Parlement pour proroger cet état d'urgence. Alors, les députés veulent que ce soit, et le gouvernement veulent que ce soit jusqu'au 31 juillet 2022. Les sénateurs voudraient que ce soit jusqu'au 28 février 2022. Donc là, le Sénat vient de voter le texte avec 28 février, mais ça repart à l'Assemblée. Comme vous savez, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. On ne peut pas dire aujourd'hui exactement ce que ce sera, mais probablement fin juillet 2022, si la logique des institutions est respectée. Et ça veut dire que ces dispositifs spécifiques, que ce soit les barnums ou la distribution des masques, ils s'arrêtent avec l'état d'urgence. Donc, tant que l'état d'urgence est prorogé, ça continue. Donc, voilà. Donc, pour répondre, les masques, ça continuera après le 15 novembre, de toute façon, pendant tout l'hiver, c'est sûr. Et ensuite, jusqu'à la fin de l'état d'urgence, donc. Très bien. Alors, le PLFSS pour 2022 a été adopté en première lecture par les députés mardi. Pouvez-vous nous faire un point sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et les mesures qui concernent l'officine, bien sûr? Alors, il y a beaucoup de mesures qui concernent l'officine qui finalement se retrouvent dans le PLFSS. Donc, on avait parlé du droit de substitution sur les biosimilaires, on avait parlé de la sérialisation. Le texte sur les biosimilaires a d'ailleurs été un peu amendé. On va voir ce qui va redevenir au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et il y a donc 2 dispositifs nouveaux qui ont été introduits par le gouvernement. Le premier, c'est l'expérimentation des substituts nicotiniques. Donc, on en a parlé la semaine dernière. Et le dispositif nouveau, c'est en prorogation d'une des mesures de l'état d'urgence, d'évaluer jusqu'au mois de juin quels dispositifs médicaux pourraient être substituables par les pharmaciens. Donc, ça veut dire que c'est une commande de l'Assemblée nationale à l'Agence du médicament en disant « dites-nous quels sont les dispositifs médicaux qui sont
potentiellement susceptibles par les pharmaciens. C'est très intéressant, ça. C'est un consoeur pharmacien député qui a déposé cet amendement, et c'est un amendement qui est fort intéressant et qu'on va suivre. Au-delà de tout ça, on a pas mal de délégations, d'expérimentations de délégations de tâches qui sont dans le PLFSS. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais ça a irrité un peu les représentants des médecins, pour les kinés, les orthophonistes, enfin pas mal de choses là-dessus. On est vraiment sur un débat sur le périmètre des métiers qu'il convient d'aborder en responsabilité et peut-être entre l'ensemble des organisations syndicales. Donc nous, on a fait le choix avec les libéraux de santé d'essayer de se parler. Donc on va essayer de reprendre tout ça et de voir quel est l'intérêt patient, et uniquement sur le fondement de l'intérêt patient, comment on peut arriver à redéfinir ces périmètres métiers afin que les patients soient servis au mieux sur les territoires. D'accord. Alors, cette semaine avait également lieu l'Assemblée générale du groupement pharmaceutique de l'Union européenne, à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Alors, quels ont été les grands manques? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, c'était à Nice. C'est intéressant parce que c'est sous présidence française cette année, le groupement pharmaceutique de l'Union européenne. Donc, c'est Alain Delgut, notre ancien président du Conseil de l'Ordre, la section A, qui est président du GPUE cette année. Des débats passionnants. Il y a 180 000 pharmacies en Europe, pour savoir. Donc, c'est une pharmacie pour 3200 habitants au niveau européen. Et en France, c'est une pharmacie pour 3000. On est à peu près dans la moyenne maintenant du nombre de pharmacies par habitant. Et toutes ces pharmacies vont dans le même sens, vers le sens d'un pharmacien professionnel de santé qui a de plus en plus de missions de santé publique. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire à cette Assemblée générale, c'est un peu la réunion des druides, c'est-à-dire de la forêt des Carnutes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lieu où finalement on s'inspire les uns des autres, où on se montre nos potions, chacune dans chaque pays, et où on essaie d'analyser quels sont les éléments à reproduire, ceux à éviter. Véritablement des débats passionnants et qui, à n'en pas douter, feront date dans les années à venir. Voilà. On a aussi débattu de ce qui est le problème, qui est en train de devenir le problème de l'ensemble des pharmacies d'Europe, savoir la sérialisation. J'ai posé la question, et c'est intéressant de le dire, j'ai posé la question au GPUE de savoir, parce que ça fait 3 ans que nos confrères européens testent la sérialisation. Donc, il y a quelques milliards de boîtes qui ont déjà été désactivées par nos confrères européens. Je leur ai demandé combien de boîtes de médicaments falsifiés ils avaient trouvé, et nous avons un chiffre précis de médicaments falsifiés trouvés, et c'est 0. D'accord, très bien. Ce système, pour l'instant, n'a pas permis de trouver une seule boîte de médicaments falsifiés. On va se mettre à en chercher en France. D'accord, très bien. Alors, par ailleurs, un arrêté a été publié au journal officiel du mercredi 27 octobre qui autorise les pharmaciens d'officine à transformer le certificat de vaccination d'un ressortissant d'un État hors Union européenne en passe sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste, et puis est-ce que vous allez être rémunéré pour cela? Alors, 2 choses. D'abord, effectivement, ce sont les gens qui viennent donc des États-Unis ou d'autres pays qui viennent visiter la France, qui ont un certificat de vaccination de leur pays qu'il faut transformer en certificat français. Donc, il y a un site internet pour ça, avec une procédure que j'ai testée personnellement, dont il faut quand même s'acclimater avant de le faire, et ça nécessite la ICPS pour qu'il n'y ait pas de fraude. Donc là, l'ordre est chargé de recruter des premiers volontaires pendant 15 jours. Donc, il nous faut 200 bêta-testeurs, on va dire, pour tester ce nouveau site. Donc, n'hésitez pas à répondre à la sollicitation du Conseil de l'Ordre pour avoir 200 testeurs. Et après cette phase de test, eh bien, ce sera ouvert à tous les pharmaciens. Et si vous avez un étranger qui veut faire ce certificat de vaccination, que vous êtes d'accord pour le faire, puisque c'est sur base de volontariat, vous pourrez le faire via ce site avec une carte ici ICPS. Et vous pouvez facturer
la personne qui vous demande 30 euros hors taxe, donc 36 euros TTC. D'accord. C'est un prix fixé qui correspond au travail que nous avons à mener. Bon, c'est un coup de main qu'on donne aux étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui nous ont demandé ça. Donc, bon, bien sûr, il n'est pas question de les jeter et de les faire naviguer d'un endroit à l'autre. Donc, les confrères qui peuvent le faire, ben, faites-le. Bon, c'est un prix qui est correct. Donc, pourquoi pas. Et ça marche avec tous les vaccins ou il faut… Il y a une liste de vaccins. Il y a une liste de vaccins qui est sur ce fameux site Internet. Donc, voilà. Donc, pour tout le monde, après, ce sera dans 3 semaines. Mais d'abord, il faut tester et il nous faut 200 premiers pharmaciens, plutôt dans les zones touristiques, pendant 15 jours. Très bien. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Karine Vérel, coprésidente du syndicat des pharmaciens de la Loire-Atlantique. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Au nom des confrères de la Loire-Atlantique, je souhaiterais savoir si l'arrêté concernant la vaccination antigrippale pour les préparateurs en pharmacie va être bientôt promulgué. Et par ailleurs, est-ce que tu penses que les préparateurs pourront un jour effectuer des trous d'angine? Bonne journée à tous. Alors Philippe, le texte réglementaire permettant aux préparateurs de vacciner va-t-il bientôt paraître? Va-t-il enfin paraître, j'ai envie de dire? Oui, il va paraître évidemment. L'avis de la Haute Autorité de Santé est maintenant connu. Donc le texte réglementaire va paraître. J'avais dit, si vous vous souvenez, la semaine dernière, que probablement le 2 novembre, on pourrait commencer. J'espère ce texte pour ce week-end. Les textes importants paraissent le week-end en France. Donc, il ne faut pas hésiter. Comme on a un long week-end là, de 3 jours, il ne faut pas hésiter à regarder le journal officiel pendant ce week-end. Bien sûr, nous communiquerons immédiatement. Attendons le texte réglementaire. Vous savez qu'il faut attendre ça pour des questions de responsabilité, pour des questions d'assurance. Donc, voilà. C'est la première partie de la réponse. Ensuite, Karine… Ensuite, c'était sur est-ce que les préparateurs pourront faire un jour des trous d'angine? Alors, tous ces gestes de santé publique seront probablement dans les missions des préparateurs dans les temps à venir. Mais je voudrais être précis sur le sujet, parce qu'il y a de gros débats avec les autres professions de santé, comme d'habitude, que ce soit les infirmiers. Là, c'est surtout les infirmiers en fait qui posent des questions de formation pour ces gestes. Donc, dans le cadre de l'état d'urgence, les préparateurs ont été amenés à vacciner contre la Covid, peut-être de façon concomitante contre la grippe, pas peut-être, c'est certain, dans les jours à venir, et à pouvoir réaliser les prélèvements nasopharyngés, parce qu'on avait besoin de bras, et que donc l'ensemble beaucoup d'acteurs ont été mobilisés pour faire ça. L'ambition de la profession, enfin en tout cas des pharmaciens titulaires, est de permettre aux préparateurs d'avoir des évolutions de mission. Mais ça se fera dans le cadre de l'évolution de la formation. La formation. Le prérequis, c'est la formation. Donc ça veut dire formation initiale, le DUS d'abord, la licence professionnelle, et c'est uniquement pour les préparateurs qui auront fait la licence professionnelle ou ceux qui auront ensuite une validation des acquis de l'expérience que se feront ces nouveaux gestes de santé publique, dont le trou d'angine. Le trou d'angine n'est pas un acte état d'urgence, c'est un acte de droit commun, et donc il devra attendre, pour être réalisé par les préparateurs, une évolution de la formation de ce métier. Très bien. Et je vous propose maintenant de prendre quelques questions des internautes. Alors, je Élise. Il y a un petit jingle. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas rappelé à l'ordre. Voilà, vous pouvez y aller. Bonjour. Est-ce que les préparateurs en pharmacie d'officine vont recevoir une augmentation de salaire comme nos confrères préparateurs hospitaliers? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part la question de la révision salariale du fait de l'inflation et du fait de l'augmentation du SMIC. Et ça, c'est en débat. Donc, c'est au menu du conseil d'administration de la fédération de la semaine prochaine. Et ça a été abordé dans la réunion de branche qui a eu lieu la semaine dernière, une revendication portée par les organisations de salariés. Ça, c'est une première chose.
L'autre chose est la revalorisation de carrière, comme dans le cas de l'hôpital. Donc, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec le ministre à l'occasion de la commission des comptes de la sécurité sociale. C'est assez clair que les pharmaciens d'officine n'ont clairement pas les moyens de réaliser ces augmentations-là. Et pour l'hôpital, il y a eu, et pour les cliniques notamment, il y a eu des augmentations tarifaires qui ont été fléchées vers les augmentations de salaire, mais ce sont les augmentations tarifaires des établissements, la pharmacie est en fait un établissement, qui ont permis les évolutions de carrière. Donc ça, on verra avec l'évolution conventionnelle ce que nous pourrons en dire. Voilà. Comment expliquez-vous les difficultés de recrutement que nous rencontrons actuellement dans la profession, notamment des préparateurs? Je l'explique par la question précédente, notamment, mais pas que. Il y a deux sujets. C'est le sujet de la formation et le sujet de la carrière, de son évolution dans le temps. Donc, il faut que nous réglions la question d'une carrière qui doit évoluer dans le temps. C'est dans le lien avec la question précédente. Et la deuxième question, c'est la formation. C'est à nous, titulaires, de former les préparateurs. Il y a actuellement une subvention exceptionnelle qui est donnée aux pharmacies qui s'engagent à former des préparateurs. C'est 8 000 €, hein, c'est pas rien comme aide. Et donc, si on ne les forme pas, on n'aura pas de préparateurs. Donc moi, je le dis clairement, et la première question que je pose à un pharmacien qui me dit « je cherche un préparateur », je lui demande combien il en a formé ces 10 dernières années. Voilà. Et en fonction de sa réponse, je lui donne la réponse à sa question. Je lui dis, si tu en avais formé, eh bien, tu en aurais des préparateurs. Voilà. Donc, la question, c'est vraiment la formation. C'est notre responsabilité. Nous sommes les seuls à pouvoir former nos collaborateurs. Nous avons des demandes. Chaque année, nous avons des demandes de jeunes qui veulent se former. C'est un métier qui est un métier d'avenir, comme on est en train de le dire. Donc, c'est la clé pour les années à venir. Voilà. Donc, la clé pour l'immédiat, il n'y en a pas. Il nous manque, d'après ce que j'ai dit au Congrès, il nous manque environ 10 000 personnes, 10 000 postes à pourvoir dans la pharmacie française. Donc, il faut embaucher des gens à former. Il faut les former. Nous sommes des entreprises formatrices. C'est vraiment important. Très bien. Voilà. Une petite dernière, non? J'en vois une sur Doc Maurice. Absolument. Alors, celle sur Doc Maurice, qu'est-ce qui me racontent les gens? Alors, je vous l'ai dit, Philippe, je viens de voir à la télé une pub de Doc Maurice. Les pharmacies en ligne peuvent donc faire de la pub maintenant? Non, les pharmacies ne peuvent pas faire de publicité en France parce qu'il y a une réglementation française qui stipule que ce n'est pas autorisé. Cette réglementation française, malheureusement, n'a pas encore été notifiée à l'Union européenne et aux autres États membres, ce qui pose la problématique qui a été donnée par Shop Apothec. Mais encore faudra-t-il voir si cette réglementation française passe la barre de l'Union européenne, c'est-à-dire si elle est proportionnée à la demande. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais nous avons saisi le ministère pour engager cette démarche. En tout cas, les publicités actuellement sur Doc Maurice ne concernent pas le médicament, elles concernent la parapharmacie. Donc ça, c'est possible. Le médicament, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, ne doit pas faire l'objet de ce type de réclame. Mais comme je vous dis, nos confrères européens ne sont pas exactement sur cette ligne-là. Et donc, il faut que nous reprenions notre bâton de pèlerin pour que tant le ministère de la Santé impose le droit français par rapport de la subsidiarité, mais aussi essaye de convaincre nos confrères européens, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes une grande famille et il faut qu'on arrive à trouver un chemin pour que tout le monde vive en harmonie. Très bien. Merci Philippe Besset. Merci également à Karine Verret pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.